Dialogue épisode 16, Faiza Again. Faiza, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Confiné? Oui, comme tout le monde. On accepte. Maintenant, si on ne dit rien, on est docile. Voilà, on met des masques et tout. Est-ce que tu penses que la période du Covid, c'est une preuve que les gens sont prêts à accepter des choses qu'ils n'auraient pas acceptées par ailleurs? C'est juste une confirmation que quand on a peur, on accepte et on est docile. C'est que moi, je me souviens du début où ça me grattait quand je rentrais du supermarché. Je sortais dehors, j'avais vraiment peur et je me suis dit, avec la peur, on peut faire aux gens beaucoup de choses. Là, on le vit en fait. Donc, Comment est-ce que tu te décrirais pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Par ce que je fais, c'est-à-dire que j'écris. Donc, je suis romancière et scénariste. J'ai 35 ans et j'ai commencé à écrire maintenant il y a 18 ans quasiment. Voilà. On était en train d'en parler en off, on parlait de Pantin. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu c'est quoi l'environnement de Pantin et comment tu as grandi et un petit peu ton histoire familiale? Alors, donc moi j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle les Quatre Chemins à la base, à Pantin. Il y a quelques années de ça, c'était vraiment... C'était beaucoup d'immeubles insalubres, il y avait beaucoup de vieilles habitations et les familles historiques, je pense que tout le monde est parti, que tout le monde a été plus ou moins relogé dans ces vieux quartiers. Moi, j'ai vécu à Magenta. Et après, quand j'avais 8 ans, on nous a logés dans le quartier des Courtilières, qui était un ghetto. Mais pour nous, c'était un peu l'Eldorado, parce qu'il y avait une salle de bain, des chambres. Donc voilà, dans mes souvenirs d'enfant, quand je suis arrivée dans ce quartier, c'était la belle vie, genre. Et avec le recul, c'est marrant d'y penser. Après, j'ai grandi dans ce quartier jusqu'à la vingtaine, en fait, j'ai vécu là-bas. Et j'ai fait à peu près tous les quartiers de Pantin. Et je suis toujours à Pantin maintenant. Donc, je connais Pantin sous toutes ses facettes. Voilà. Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Alors, moi, mon papa, quand il est arrivé en France, c'était il y a très très longtemps, parce qu'il est arrivé avant la guerre d'Algérie. J'ai plus mon papa maintenant, paix à son âme, mais il est arrivé en 52. Et il est arrivé dans la région, dans la Loire, en fait, dans les mines de charbon. Il a commencé par ça. Et ensuite, il est monté en région parisienne, après de passer un peu par Saint-Étienne, etc. Il est monté en région parisienne pour travailler en tant que maçon. Et puis, il a fini dans les travaux publics. Voilà, il a fait ça un peu toute sa vie. Et ma mère, comme beaucoup de mamans, et comme la maman que je décris dans mon roman d'ailleurs, elle est arrivée au début des années 80 pour rejoindre mon père. Voilà, et elle n'a jamais travaillé. C'était une maman au foyer, très attentionnée, mais elle n'a pas travaillé. Ils venaient d'où en Algérie, tes parents? En fait, ils sont de la région de Msirda, qui est une région à l'extrême ouest de l'Algérie. Et c'est divisé en 2 fractions. Donc, il y a Msirda Thata et Msirda Fouaga. Donc, nous, on était de Msirda Fouaga. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on appelle les berbères de l'Ouest. Vous êtes quasiment des Marocains. Oui, d'ailleurs, j'ai une partie de ma famille qui est d'origine marocaine. Mais je me laisserai pas du tout avoir par tes petites allusions de guerre. Des frontières, c'est dans la tête. Donc là, on va sauter un petit peu les années, mais j'avais lu une anecdote qui m'avait un petit peu interpellé, c'est-à-dire que Kif Kif Demain, la jeunesse, elle démarre dans un atelier d'écriture. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Donc, à Pantin, dans ce quartier dont je parlais, les Courtilières, il y avait... moi, j'étais au collège là-bas, et il y a un prof de ce collège qui s'appelle Boris Seguin, qui est un mec, tu vois, dans ce qu'à l'époque, la gauche a fait de meilleur, c'est-à-dire qu'il était vraiment investi avec les élèves, il a fait plein de projets pédagogiques. Il avait déjà, à l'époque, avant que moi je travaille avec lui dans cet atelier, il avait écrit un texte qui s'appelait « Les Céfrans parlent au français ». C'est comme un lexique, en fait, avec les élèves. Et il nous a fait aimer des choses qui n'étaient pas censées être pour nous. Et Boris, en fait, il a ouvert une association qui s'appelle Les Engraineurs, à l'époque, pour qu'on apprenne à écrire des scénarios de courts-métrages et qu'on se familiarise avec l'outil audiovisuel et avec l'écriture. Et donc, moi, c'est là que j'ai été repérée. Et j'ai d'abord écrit des scénarios de courts-métrages et des reportages, des petits docus avec ce groupe d'ados dans lequel... T'as quel âge à peu près là pour qu'on resitue? À l'époque, j'ai 13 ans. En fait, donc il était prof au collège, mais c'est pas dans le collège que ça s'est passé, c'est vraiment à l'extérieur, parce que il avait un peu de mal à faire exister des projets qu'il faisait dans l'administration. C'était toujours perçu comme un truc un peu... on le traitait de démago beaucoup, quoi. En disant, c'est la grammaire, vous faites ce que vous faites, ça, c'est pas utile pour eux, il faut... Donc il a décidé d'ouvrir cette association pour ça. Et voilà, et en fait, je suis venue à un atelier une fois pour voir. Il m'a dit, viens voir, ça va te plaire et tout. Et en fait, c'était tellement bien, je suis revenue la semaine d'après avec mon scénario déjà écrit d'un petit court-métrage qu'on a tourné après par la suite.
Et j'ai jamais quitté l'atelier. En fait, j'ai fait 5-6 ans avec eux, plein de petits films, avant d'écrire les premières pages de Kiff Kiff Demain, dans le local de l'association. Et j'aime bien dire ça, mais c'est vrai, c'était sur des pages des feuilles de classeur, d'école, petits carreaux, avec un stylo plume Carrefour, orange, que j'avais acheté à l'époque à Carrefour. Et j'ai écrit les premières pages de ce roman. Et voilà, et Boris, il a lu comme ça, un peu par-dessus mon épaule. En fait, après, il m'a demandé s'il pouvait l'emporter pour le faire lire à quelqu'un. Et il se trouve que ce quelqu'un, c'était sa sœur qui bossait dans l'édition à l'époque. Sauf que nous, on le savait pas, évidemment, et qu'il me l'avait pas dit. Donc, sa sœur m'appelle une semaine plus tard pour me proposer de signer un contrat et de finir ce texte pour en faire un roman. Et à cette époque-là, j'ai 17 ans. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est tu dis que tu commences à écrire, t'es très jeune. Ouais. Et ça commence comment? Puisque l'accès à la culture, j'imagine qu'il se passe plus à l'extérieur qu'à la maison. Ouais. C'est quoi le cheminement, en fait? Enfin, le cheminement, je crois, et maintenant je le dis avec le recul, parce que si tu m'avais posé la question à l'époque, certainement je t'aurais pas répondu ça. Mais en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui m'apparaît vite comme un outil que j'aime, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle même avant d'apprendre à écrire, et j'étais très petite, ma sœur, elle allait déjà à l'école, donc elle avait des stylos, et je faisais des vagues, et je prétendais écrire, tu vois. Donc j'ai un truc avec le geste de l'écriture que j'ai toujours aimé, qui m'a toujours un peu fascinée. Après, maintenant, j'étais une enfant assez timide. En vérité, je suis pas comme maintenant où je parle tout le temps et tout, je suis hyper bavarde. Mais à l'époque, j'écoutais beaucoup les grands parler, et j'écoutais les histoires de ma maman qui racontait des trucs. Donc, même si on n'a pas eu accès à cette culture, c'est-à-dire la culture majoritaire, il n'y avait pas des livres de Molière dans la bibliothèque, mais on nous racontait des histoires. Donc, maintenant, je comprends à quel point c'était aussi ce bagage-là, il était important. Ouais, voilà, il y avait un seul livre à la maison, c'était le Coran. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de. Et je crois aussi que le fait d'avoir eu le Coran comme livre de référence, comme unique livre à la maison, ça m'a donné une dimension sacrée. Parce que je voyais mes parents le manipuler avec précaution, y faire attention. Et quand ils l'ouvraient, c'était quelque chose pour moi qui était magique presque. Donc, le rapport au livre, pour moi, c'était vraiment sacré. Et ça, depuis tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes parents, quand ils ont commencé à voir que l'écriture prenait une certaine place dans ta vie? En fait, mes parents, pour eux, je pense qu'ils le prenaient pas vraiment au sérieux. C'était vraiment l'école qui était important, en fait. C'était pas moi, quand ils me voyaient écrire mes petites histoires, ou même le travail que j'ai fait avec l'association, ils m'y ont encouragé, surtout ma mère. Mais c'était pas quelque chose enfin, je pense que personne n'avait imaginé que ça allait devenir quelque chose d'important pour moi. En fait, c'est juste moi, j'étais tout le temps en train de dessiner, ou en train d'écrire, ou en train de lire. Donc, pour eux, c'était banal presque. Après, quand le livre est sorti, bon, je sais que j'en aurais pas parlé tout de suite. Ils ont vu le livre quand il était fabriqué, quand j'ai reçu le premier exemplaire chez moi. Et c'est là que je leur ai montré. C'est là que ça s'est matérialisé, que c'était concret, quoi. Mais avant ça... Il y a un thème qui revient dans certains de tes bouquins, c'est que c'est comment certains descendants de la première génération de franco-algériens, franco-marocains, franco-maghrébins, ils intériorisent l'échec. Est-ce que quand toi, tu as sorti ton premier bouquin, t'en as pas trop parlé parce que tu avais peur que ça marche pas, tout simplement, quoi? Je sais pas si c'est le rapport à l'échec, ou si en vérité c'était tellement loin de mon univers et que j'étais incapable de me projeter dans le fait d'écrire un roman, de devenir du coup romancière. En fait, je sais même pas si... Pour moi, l'échec, c'est l'étape d'après. C'est qu'il faut déjà que ça soit réel dans ta tête, que ce projet il soit concret, pour que tu puisses te dire j'ai peur de rater. Moi, genre, l'étape de je suis en train d'écrire un roman, elle était déjà pas vraiment... Donc, je sais pas si c'est plutôt que c'est pas accessible. Et c'est peut-être à cet endroit-là où on intériorise le fait qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous. Ouais. C'est très drôle que tu dis ça, parce qu'on le ressent. Je suis allé sortir la boîte à archives, tes premières interviews, Ouais. où tu es très jeune, je crois que tu as 18 ou 19 ans. Ouais. Et on a un peu l'impression, quand tu parles du succès de Kiff Kiff Demain, que tu es en train de poser le pied sur le ballon en mode calmez-vous. Tu t'as peut-être intériorisé, je me disais que c'était un one-shot et que le succès, c'est quelque chose d'hyper transitoire. Ouais, après, je pense que c'est lié aussi à l'âge. Parce qu'à 18 ans, tu as du mal de toute façon à te projeter dans une carrière, ou à te dire, voilà, je fais ça. Et après, j'ai pas eu de référence non plus. Donc, c'est compliqué Moi, je me disais, vraiment, kiff kiff demain, quoi. C'est-à-dire, là, pour l'instant, c'est cool. Je kiffe, je voyage et tout. Je parle de mon livre. C'était trop bien. J'étais trop contente. Je pensais pas que j'allais continuer. Et vraiment, en fait, j'y pensais pas vraiment. En fait, je vivais vraiment l'expérience au jour le jour.
J'étais contente de vivre ce que je vivais, du moins au début. Après, ça a été un peu plus compliqué. Mais ouais, je me projetais pas, en fait. C'est surtout ça. Dans ton cheminement personnel, j'ai l'impression, avec la discrétion, que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as bouclé une boucle dans le sens où tu sais pour qui tu écris et pourquoi tu écris. Ouais. Désormais, c'est beaucoup plus abouti. On reparlera après de la dédicace du bouquin. Ouais. Mais est-ce que je me trompe là-dessus? J'ai l'impression qu'il y a une quête de sens qui est arrivée à une forme de maturité. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tous les livres que j'ai écrits, c'est comme une étape d'un chemin. Et que j'ai le sentiment d'avoir dit un peu, entre guillemets, la même chose dans chacun d'entre eux, mais que je me rapproche de comment j'ai envie de le dire. Je me rapproche du fond de ce que j'ai envie de raconter. Et le fond de ce que j'ai envie de raconter, ce qui compte pour moi, c'est vraiment cette question de la transmission. Donc ouais, c'est le plus abouti parce qu'il est le plus proche de la manière dont j'ai envie d'exprimer ça, quoi, je crois. Et quand tu te lances dans un roman, c'est marrant parce que je voyais tu t'es décrite comme romancière et scénariste. Donc on a les deux. Je regardais il n'y a pas longtemps dans la super chaîne YouTube de Lina une interview d'Audiard. Et c'est marrant parce que lui qui a commencé par le scénario, enfin techniquement par le journalisme, mais par le scénario, il y a une interview où il dit que c'est hyper plus compliqué de d'écrire un roman qu'un scénario. Ouais. Est-ce que ça, tu le ressens toi aussi? Et j'aimerais te demander, c'est quoi ton processus de identification du sujet? Comment tu fais les choses un petit peu quand tu écris? C'est marrant parce qu'on a regardé avec mon mari une interview d'Audiard hier. Tu vois, donc comme quoi... les il y a grands esprits se rencontrent. Et vraiment, je me dis, il a compris beaucoup de choses. Ce gars, il est clair. J'adore la façon qu'il a de parler de l'écriture. Et je sais pas si... Je pense que c'est deux choses qui se rejoignent quand même. Parce que moi, j'ai construit ma manière d'écrire dans l'image. Et je vois d'abord des scènes. C'est beaucoup d'écriture de la sensation aussi. C'est-à-dire que j'ai pas de plan en tête. Je pense qu'il y a des auteurs qui sont guidés par une intrigue ou par une idée de sujet. C'est-à-dire, ils disent, je vais écrire là-dessus. Et, ou par exemple, qui s'inspirent de faits divers, tu vois. Et moi, c'est vraiment les personnages qui me guident. C'est d'abord des personnages, c'est d'abord des voix, des sensations ou des scènes auxquelles je pense, que je vois vraiment en image, quoi. Et qu'après, je raconte. Mais ça passe toujours par l'image en premier. C'est-à-dire que tu prends le temps quand même de... j'imagine que tu grattes des carnets, Je prends des notes un peu, mais moi, j'ai l'impression que, en fait, il se passe des trucs, et je le dis souvent, mais je me mets jamais devant mon ordi ou devant un carnet si je sais pas encore ce que je vais raconter. Je laisse les choses venir, et puis un jour, il y a quelque chose qui jaillit. C'est vraiment ça, c'est juste le fait de faire confiance à cette chose. Je sais pas si on appelle ça l'inspiration, mais au moment où ça arrive. Et il n'y a pas besoin de se... Parfois, ça vient pas, et c'est pas la peine de forcer. Moi, je trouve que ça blesse plus que ça aide. C'est-à-dire qu'une fois que ça vient, t'as l'écriture facile, quoi. Ouais. D'accord. Enfin, facile. En tout cas, il y a déjà quelque chose qui est construit dans mon esprit quand je me mets à écrire. Mais après, le processus, il est long, il est lourd. Des fois, je reviens beaucoup sur le texte. Mais je suis capable d'écrire, par exemple, dans des fulgurances où je vais écrire 40 pages en 2 jours. Et parfois, je peux ne rien écrire pendant 2 mois. Après ces 40 pages que j'ai écrites en 2 jours. Donc, faut accepter aussi le fait que ce soit très aléatoire et qu'il n'y ait pas de règles, quoi. Alors, il y a un sujet qui moi, me fascine dans la littérature. Je sais que certains de mes amis ne sont pas d'accord. C'est sur le format roman, et notamment roman de fiction. Ouais. Il y a l'écrivain américain Lee Siegel. Je vais te lire une citation de lui parce que je suis assez d'accord. Alors, il dit pour environ 1 million de raisons, la fiction est devenue un genre pièce de musée, dont la plupart des acteurs sont plus des conservateurs précautionneux ou des théoriciens, bien plus que des auteurs. Pour le meilleur ou pour le pire, la meilleure narration de notre époque, ce sont les écrivains de non-fiction. Moi, je trouve, et je pense que même naturellement, c'est ton évolution, tu tends de plus en plus, on en parlait, vers le cinéma. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que la non-fiction, ça devienne finalement le plus de livres vendus sont des non-fictions, des essais politiques, des essais historiques, c'est pas un signal que le roman, en tant qu'on l'a connu, notamment au 19e et au 20e siècle, il touche un peu à son terme et qu'on arrive globalement vers les romanciers les plus talentueux dont tu fais partie, ils vont vers le 7e art naturellement. C'est une bonne question. Je pense que je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça se fait un peu par cycle. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes, et notamment depuis
dans les années 2000, beaucoup, il y a eu cette espèce de mode de l'autofiction. Mais j'ai l'impression que d'une manière générale, le monde, il y a eu ce mouvement où on se retourne vers soi-même, c'est-à-dire l'écriture un peu du selfie, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont écrit finalement de la fiction, en fait de la non-fiction qui avait des airs de fiction, c'est-à-dire on écrit roman sur la couverture, mais en réalité on raconte nos soirées, nos trucs. Et moi c'est un genre qui m'exaspère un peu. Et je trouve que je pense pas que ça veut dire que c'est la mort du roman. Et c'est pas parce qu'il y a des essais qui fonctionnent ou que ça marche parce que les gens il y a une écriture du monde qui leur manque et qu'il y a beaucoup de gens qui décryptent. Et parce qu'aussi on est dans l'ère du commentaire, donc il y a. Mais je crois pas que ce soit la mort du roman. Je pense que ça va nous obliger à réinventer quelque chose dans l'art du roman. Ça va nous obliger à réinventer la fiction et à réinventer une manière de la raconter parce que les rythmes sont différents aussi à cause de l'image, à cause de nos habitudes, parce qu'on a comme une grille. Tu vois, quand tu regardes même des vieux films, en fait, si on parle de cinéma, si tu regardes des films, ne serait-ce que des films des années 70, l'autre fois, je regardais un film de Claude Sautet et je me dis, c'est lent, c'est génial, j'aime bien, hein, mais c'est vrai qu'on n'est plus habitué à ces rythmes de narration. On n'est plus habitué à cette langueur, parce que c'est aussi ce qui fait le charme de ces œuvres. Et peut-être que le fait que tout aille trop vite, et qu'il y a un événement qui va se produire aujourd'hui, et ben dans 6 mois, il y a le bouquin qui sort, qui est en librairie, on n'a même pas pris le temps. Et je pense que s'il y a un luxe dans le roman, c'est de prendre le temps. Et de passer par des personnages, et de passer par les émotions, et de passer par tout ça, pour raconter la réalité d'une certaine façon quand même. Est-ce que toi, tu es, entre guillemets, une consommatrice de romans ? Ouais, moi j'aime beaucoup, beaucoup le roman. Moi, c'est un truc c'est ce que je préfère lire. Après, parfois, je peux lire des essais, des textes plus politiques et tout, mais c'est vrai que le roman, c'est ce que je préfère. Et sur l'évolution un petit peu vers le cinéma en tant que scénariste, c'est une évolution naturelle ou c'est quelque chose c'est un besoin que tu ressentais depuis un moment, d'écrire des films ? J'ai l'impression d'être revenue à quelque chose que j'ai fait au départ, en vérité. Notamment des courts-métrages. Bah oui, parce qu'en fait, finalement, si on regarde mon parcours, c'est plutôt le roman qui est un accident et j'ai poursuivi dans cette voie-là. Mais à la base, quand j'ai commencé, j'ai écrit séquence 1, scène... voilà, en fait. Donc j'ai l'impression de revenir à quelque chose que j'ai profondément aimé faire. Voilà. Et après, je m'exclus pas de... Je m'exclus rien pour une fois. Justement, voilà, s'il y a un accomplissement, c'est que je me dis pas ça, c'est pas pour moi. Vu que j'ai réglé cette question de légitimité, j'en profite. Voilà. Pendant longtemps, tu t'es pas senti légitime ? Mais pour rien, en fait. Donc, oui, bien sûr. Bah ouais, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais one shot quand tu parlais de Kiff Kiff Demain. Et pendant longtemps, c'est aussi parce qu'on a parlé comme ça de mon travail et comme ça de moi et qu'on m'a amené dans le monde de la littérature de cette façon. Et j'avais l'impression d'être les gars qui ont fait la Macarena, tu vois. C'est-à-dire, c'était le tube de l'été à l'époque. Et en fait, je suis encore là et tout. Donc voilà, je crois que tu as dit une fois que tu es arrivé, on te regardait un petit peu comme une bête de foire. Ouais. Dans le monde de la littérature. Ouais. Je parlais de... Notre vanne, en fait, c'est qu'on est... Tu sais, dans la planète des singes, Beauzieux, là, quand elle est en train de résoudre au tout début du film, dans Origins, et qu'il y a les scientifiques qui viennent et qui prennent des notes, qui la regardent faire, qui la filment, parce que c'est incroyable pour un singe de faire ça. Moi, j'avais l'impression que c'était presque incroyable pour une arabe de banlieue de savoir lire, écrire et de bien parler. Parce qu'on m'a beaucoup dit, vous parlez bien, tu vois. Vous êtes sûr que c'est pas votre vie ? Vous êtes sûr que c'est pas une autobiographie ? Ils étaient persuadés, parce que c'était pas possible de faire ce chemin d'écrire de la fiction. Enfin, vraiment, je me suis sentie comme un singe savant pendant des années. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait, ça me fait penser, c'est marrant, le singe savant. Mais là où je dis que tu as bouclé une boucle aussi, c'est que la discrétion, au début de chaque chapitre, on a commune d'Aubervilliers, département de Seine-Saint-Denis, limite, il manque plus que extérieur jour. Exactement. C'est écrit de manière très scénaristique. Ouais. C'est drôle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu avant qu'on entre dans le vif du sujet là-dessus, est-ce que tu peux nous faire un peu le synopsis de ce roman ? Ouais. Alors ce roman, donc La Discrétion, c'est l'histoire d'une mère de famille qui a 70 ans au début du roman. Elle est née en Algérie, elle a 4 enfants. Maintenant, c'est une dame de 70 ans qui vit à Aubervilliers. Donc, je décris un petit peu sa vie d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de revenir en arrière pour comprendre sa trajectoire et l'existence qui l'a menée à devenir cette femme discrète qu'on voit dans le bus, qu'on croise tous en fait, mais qu'on ne connaît pas vraiment. J'avais envie d'aller un peu en profondeur et de rendre hommage à ces figures de mères. C'est drôle parce qu'on parle souvent, c'est vite dit, mais en tout cas, on a beaucoup plus rendu hommage au Shibani
pour parler vite au Daron Rebeu. Ouais. Et là, c'est une désinvisibilisation que tu fais avec Ouais. à travers Yamina. Et encore, on a beaucoup parlé des Chibani, beaucoup, c'est-à-dire comparativement à leurs épouses et aux mères, mais pas assez à mon goût quand même. Mais oui, donc c'est une manière de justement la rendre visible, pas seulement aux yeux de la société, mais aux yeux même de ses enfants, c'est-à-dire qu'on arrive à voir nos mères comme des femmes. Ça, c'était un enjeu aussi pour moi dans le roman. De se dire que cette femme, elle a été une petite fille qui avait des rêves, une jeune femme qui avait une conception de l'amour, qui avait des ambitions, et de les regarder autrement du coup. Tu parlais des images tout à l'heure, il y a un concept dans le roman qui m'a marqué parce que moi, par ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de familles originaires du Maghreb qui l'ont vécu, c'est-à-dire que les mères ont rarement des photos d'elles jeunes. Donc tu dis que c'est dur de s'imaginer sa mère qu'elle a été enfant, jeune femme. Donc Yamina n'a pas de photo d'elle. Mais parce qu'on n'a pas de preuves. Est-ce qu'elles sont pas nées, elles avaient déjà 30 ans? C'est une question que je me pose, tu vois. On n'a aucune trace. C'est aussi ça, la question économique. C'est-à-dire que la famille que je décris, c'est des gens qui étaient des enfants d'agriculteurs, c'était des gens de la campagne, c'était des gens qui étaient déjà dans une forte précarité avant de vivre l'exil. Donc, de fait, pas de photos, voilà. Donc, on ne peut que avoir son imagination pour soi. Moi, je me rappelle quand ma mère, elle me racontait, j'essayais de me dire comment elle ressemblait à quoi, parce que j'en ai aucune idée finalement. Et ouais, ça fait partie des choses aussi. La première photo de Yamina dans le livre, c'est sa photo de passeport quand elle fait cette photo pour venir en France rejoindre son mari, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de Yamina, nous faire un peu son portrait robot, parce qu'elle est l'incarnation d'un parcours, je vais dire, pénible. Ouais. Son portrait robot, en fait, j'ai l'impression que c'est un parcours hyper singulier, et à la fois que beaucoup de mères pourraient se reconnaître dans ce parcours. C'est une fille de Moujahid en Algérie. Donc, elle est originaire de la région dont je parlais tout à l'heure, qui est la région de l'extrême ouest de l'Algérie, qui est Msirda. C'est une petite fille qui a grandi, comme je le disais, dans la pauvreté. Très vite, son père a dû aller au front pour la guerre de libération. Donc, elle raconte à quel point... je pense que le truc très fort du début de sa vie, c'est la pauvreté et la guerre. Et ensuite, c'est une femme, finalement, qui a vécu sous la contrainte... de par cette pauvreté, elle a été contrainte donc d'aider ses parents à la ferme. De par cette aide, finalement, dans cette contrainte-là, elle n'a pas pu terminer ses études. Et je pense que c'est la blessure de la vie de cette femme de ne pas avoir pu aller à l'école. Et de par le fait qu'elle se soit engagée avec sa famille, parce que c'est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants, et ben on la marie tard, parce qu'elle est là comme un bras droit, finalement, pour le père. Et donc, elle se retrouve à se marier avec un homme qui est plus âgé qu'elle et qui vit en France, qui est un ouvrier... et qu'elle va devoir aller rejoindre, et donc tout quitter pour le rejoindre en France. C'est drôle, t'as dit la guerre de libération. Ouais. Ça me fait penser à la une de l'Obs il y a pas longtemps, sur l'histoire d'Algérie. Je vais faire une incise. Pourquoi tu penses que l'histoire de la guerre d'Algérie, et de manière générale des Algériens en France, elle est si je veux dire, douloureuse et problématique dans l'identité française? Pour plein de raisons, moi je suis pas une experte, mais pour ce que je sais en tout cas de l'expérience d'avoir hérité de cette histoire-là, parce que moi en fait je parle de politique qu'à travers le prisme intime, c'est la seule manière dont je peux en parler. Déjà j'ai le sentiment que la guerre d'Algérie c'est la blessure française vraiment très très forte avec la collaboration. Parce qu'en fait on a dans nos familles, et je dis nos, c'est-à-dire de manière générale, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les Français ont un lien avec cette histoire. C'est-à-dire qu'ils soient pieds noirs ou enfants de pieds noirs, qu'ils soient harkis ou enfants de harkis, qu'ils soient... anciens appelés. Voilà, les enfants d'anciens appelés d'Algérie. Et c'est une histoire communément qui ne s'est pas transmise et qui ne s'est pas beaucoup racontée, dont on a très très peu parlé. C'est une histoire honteuse aussi, parce que finalement, ça... c'est l'apogée de l'histoire de l'exploitation, de la colonisation, etc. Et c'est une histoire dont on a honte c'est pas très glorieux. En fait, la France, elle a une facilité aujourd'hui à parler de sa mémoire glorieuse, et beaucoup plus de difficultés à aborder ce chapitre de l'histoire qui est loin d'être glorieux, justement. Donc, pour moi, c'est vraiment une blessure, et aussi parce qu'on continue à cohabiter avec cette histoire-là. Et c'est ça qui est hyper compliqué. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que dire « je suis français », quand on est issu d'une histoire de la résistance algérienne, par exemple, c'est déjà complexe en soi. Donc ça fait des identités fragmentées, ça fait des débats qu'on n'arrive pas à avoir, ça fait une société où cette histoire, finalement, elle sclérose la parole, c'est compliqué.
Justement, une qui l'a intériorisé, ce concept-là, c'est Anna. Ouais. Et tu dis, je trouve que ce personnage-là, il amène ce problème-là de manière très intelligente, dans le sens où, finalement, la colère, elle saute une génération à chaque fois. Ouais. Yamina, c'est un petit peu la daronne résignée, et qui a intériorisé aussi le fait que, finalement, on est invité ici, Mmh. en France. Et quand tu es invité chez quelqu'un, bah, tu fais pas de vagues, tu fais pas trop de bruit. Et la fille, finalement, qui explose et qui leur jette à la figure qu'elle est née ici et elle Mmh. n'est pas invitée, elle. Ouais. Bah déjà, même plus qu'intérioriser, Yamina, elle le formule à ses enfants et c'est insupportable pour eux d'entendre ça. C'est insupportable d'entendre leur mère dire on est des invités, on n'est pas chez nous. Et en même temps, moi je suis un peu partagée parce qu'à la fois, ce personnage de Hannah, justement, ça me permettait d'aborder cette question de la colère. Parce que moi, je pense pas que la colère, justement, c'est pas un saute-mouton, en fait. Elle se transmet, sauf qu'elle s'est pas exprimée dans la génération de nos parents, parce que de fait, ils n'étaient pas chez eux, et que cette légitimité-là, elle leur manquait pour pouvoir réagir, en fait. On n'a pas parlé de ça, mais pour moi, il y a la question du mythe du retour qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'on a été éduqués dans l'idée, peut-être, de ne pas rester. Et pour s'ancrer et pour se sentir chez soi, c'est hyper dur. C'est-à-dire où constamment tu te dis que tu pourrais rentrer dans un endroit où t'es pas né d'ailleurs. Voilà, donc ça fait des troubles de la construction identitaire qui sont assez sérieux en fait. Et moi j'avais envie de raconter que ce personnage, elle doit faire avec ça. Elle doit faire avec cette question de la colère. Dans la colère, ce qui est complexe aussi, c'est que on sait pas à quel point notre colère elle est légitime. Et on sait même pas l'expliquer. C'est-à-dire que il y a des scènes que j'ai écrites dans ce livre où je me suis rendu compte avec les témoignages des lecteurs de ce roman, à quel point c'était des scènes, des vécus qui étaient partagés. En fait, il y a plein de gens qui ont déjà vécu le fait d'être avec un parent en difficulté, par exemple, pour parler le français et d'être dans une administration. La scène de la préfecture. La scène de la préfecture où la fille, elle s'énerve parce qu'elle est face à cet agent derrière sa vitre qui comprend rien à rien et en même temps qui fait ce qu'elle peut. On a tous vécu ce sentiment-là de percevoir une humiliation subie par nos parents. Et quand je dis tous, bon. Mais en fait, on ne sait pas quoi faire de cette colère. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas expliquer pourquoi ça nous met en colère à ce point-là. Et moi, je pense que cette colère, elle s'explique par une histoire et par une résignation passée. Et qu'on n'est plus la génération, ça ne fonctionne plus en fait. Parce que vous nous dites qu'on est français, qu'on est chez nous, qu'on est des citoyens à égalité avec les autres. Et finalement, on n'est pas traité en tant que tel et c'est plus supportable. Il y a un truc que tu fais qui est intéressant, je trouve, spécifiquement dans ce chapitre-là de la préfecture, c'est que tu retournes un petit peu la caméra et tu vas filmer Fabienne. Ouais. C'est-à-dire que t'as les deux visions. T'as Anna qui s'énerve pour une humiliation subie ou perçue, et en face, t'as Fabienne qui a un taf précarisé, qui en a un peu ras le cul, qui est fonctionnaire depuis X années et elle en est même malade d'entrer à la préfecture tous les matins. Exactement. Donc tu renvoies finalement deux légitimités dos à dos. Oui, et alors là, pour le coup, c'est la littérature qui me permet de faire ça. Parce qu'au cinéma, j'aurais beaucoup de mal à raconter les méandres intérieurs de Fabienne derrière sa vitre à la préfecture, alors que là, ça me permet de le faire, d'aller dans sa tête. Et j'ai essayé de le faire à quelques reprises dans le roman. De la même manière, il y a une scène qui se passe en Algérie où on va dans la tête de ce jeune appelé, de ce soldat français en fait qui a rien à foutre là, qui a pas envie d'être là, qui aimerait juste retourner dans le sud de la France, réparer des voitures avec son père. Et c'est comment, je pense qu'en faisant cet effort de faire ce glissement, ça nous permet de mieux comprendre les enjeux pour tout le monde. Et moi, il n'est pas question, parce que j'aime pas aussi dire on se met à la place de tout le monde comme si on était tous à égalité. Évidemment qu'une femme qui travaille à la préfecture, qui représente l'État et qui est derrière son bureau, face à quelqu'un qui est démuni et qui a besoin d'aide, on n'est pas à égalité. De la même manière, un jeune et un flic, c'est pas la même chose. On n'est pas à égalité, c'est pas vrai. Donc quand on raconte une histoire, on se place d'un point de vue. Mais l'idée d'aller un peu glisser derrière, c'est juste pour prendre conscience aussi de ce qu'on affronte. On affronte des gens en fait qui sont comme nous, c'est-à-dire et c'est pas facile, c'est-à-dire qu'on affronte des gens qui eux aussi sont en colère, qui eux aussi sont frustrés, qui peut-être peuvent être racistes, ou pas, mais qui peuvent nous faire payer des choses qu'ils ont mal vécues dans leur journée. En fait, il y a aussi tout cet aspect humain qui est hyper important pour comprendre. Il y a l'aspect humain, c'est ce qui m'a interpellé aussi. On parlait de la légitimité tout à l'heure, c'est l'exemple d'Omar. Ouais. Moi j'ai lu ça avec un petit sourire dans le sens où je pense qu'il y a peu de monde qui a la chance d'entrer un jour à l'hôtel Lutetia, pas loin du Bon Marché et de ce quartier-là. Ouais. Et finalement, lui, il est chauffeur, il se dit que jamais il sera légitime à y entrer pour aller boire un café, quoi. Ouais. La phrase d'Omar, c'est cette phrase que je lui fais dire.
Ils n'ont pas besoin de nous exclure, nous le faisons très bien nous-mêmes. On parlait d'intériorisation, et ça, c'est quand même le truc le plus fou, c'est qu'on a réussi à se faire croire, à cause du contexte historique, politique, comme on l'a dit, mais quand même qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous, qu'il y a des endroits qui sont pas faits pour nous. Donc, en fait, l'auto-exclusion, c'est l'exclusion la plus sévère. Parce que c'est pas qu'on essaye et qu'on n'entre pas. D'ailleurs, à la fin du roman, sans déflorer la suite, il va entrer et tout va bien se passer. Mais c'est que on s'est vraiment nous-mêmes auto-exclus de tout ça, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une exclusion en amont qui nous a fait... Enfin, voilà. Tu sais, quand on te dit non 100 fois, tu ne penses pas que la 101e fois, on va te dire oui, c'est évident. Dans quelle mesure tu penses que cette prison un petit peu de l'esprit, elle tend à s'estomper ou à s'accentuer, notamment avec les... Il y a pas mal de problématiques, parce que ce qu'on est en train d'observer en France, et je trouve très pertinent ce que tu as dit sur le mythe du retour. Pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on s'est dit que potentiellement, on n'était pas tout à fait chez nous et qu'il fallait limite préparer la valise parce qu'on retournerait au bled un jour. Là, on est d'accord que c'est plus ou moins exclu pour les générations, notamment qui sont nées après l'an 2000, dans les années 90, qui ne connaissent rien d'autre. Et il y en a certaines, il y en a de plus en plus, je trouve d'ailleurs, qui par exemple, ne sont jamais allées dans leur pays d'origine. Comment tu penses que toi, plus c'est drôle, plus on s'éloigne de ces périodes de guerre d'Algérie, et plus ces problèmes-là reviennent avec les nouvelles générations. Certains problèmes sociaux, on parle beaucoup des RICS notamment en ce moment. Qu'est-ce que ça t'évoque, soit tout ça, le fait que finalement les plus jeunes ne s'éloignent pas de ces difficultés-là, mais s'en approchent encore plus? Eh ben, la question des RICS, elle est intéressante, par exemple, parce que pour moi, ça rejoint, même si, j'en fais pas une obsession de la question de l'histoire, parce que la question économique, profondément, c'est aussi ça le cœur de ce problème. Mais la question des RICS, moi, il me semble que c'est pas... on parle souvent de la violence, de cette génération-là, etc. Mais d'abord, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau des bandes qui s'affrontent dans des quartiers. On a connu ça, nous, depuis toujours. Mais ce qui me paraît intéressant, et je trouve qu'on n'aborde pas suffisamment, c'est la question de la reconnaissance. Parce qu'en fait, quand ils se bagarrent, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire, ils vont pas braquer, ils vont pas repartir avec de l'argent ou avec du matériel ou avec... si ce n'est aller prendre peut-être un portable, mais... Alors, ce qu'ils vont chercher là, en fait, c'est une forme de reconnaissance, parce que finalement, quand on gagne, ou quand il y a un quartier qui domine sur un autre, quand il y a une bande de jeunes qui domine sur une autre, il y a des gens qui vont se forger une sorte de réputation, une sorte de prestige. Le prestige de la rue, il est là, en fait. C'est-à-dire que tu as gagné la bagarre, tu es le plus fort, et tout d'un coup, tu es quelqu'un. Tout d'un coup, tu existes. Et c'est peut-être... ma vision, elle est peut-être un peu terre à terre et tout, mais je me dis, comment faire pour que cette génération-là, elle trouve d'autres manières d'exister, en fait, d'autres manières d'être quelqu'un. Et c'est la question qui nous a traversés tous, parce que je pense que le manque de reconnaissance Et pour moi, c'est la même chose qui traverse ce gars de 15 ans qui vient avec son drapeau algérien en 2001, quand il y a le match France-Algérie. Il a envie d'exister, il a envie qu'on reconnaisse qui il est à part entière. Et je dis qui on est devient un problème, mais c'est un problème depuis longtemps. Et je pense que si on règle un peu cette question de la reconnaissance, parce que... En fait, il y a ce discours aussi de faut pas aller remuer la merde, c'est-à-dire faut pas aller reparler encore de la guerre d'Algérie, encore de la colonisation, de l'esclavage, parce qu'on est en train de s'enfermer dans ces sujets-là, il faut aller de l'avant. Mais en fait, c'est pas inutile, parce que je pense que ça impactera plein de domaines et plein de franges de la société. Là, je pose la question à la romancière. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. C'est pas propre vraiment à ces générations-là, mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est je vais pas schématiser en faisant le vieux con réac. Le niveau scolaire n'est plus ce qu'il était, etc. Ouais. Mais il y a un truc qui est quand même frappant. Je le vois, moi, avec, on va dire, des jeunes qui ont allé entre 13 et 18 ans. C'est je vais dire, l'aspect... on voit l'importance du langage dans la pauvreté de le leur. Tu vois, c'est-à-dire que des fois, même pour extérioriser les choses et les phraser, il y a du mal. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as perçu ou pas? Parce que je trouve que c'est très intéressant sociologiquement de voir que leur niveau de langue, il leur permet même pas de se sociabiliser, parfois. Ouais, et c'est marrant parce qu'ils ont ça en commun avec les policiers. On a vu qu'il y avait une question, là, il y avait un sondage récent sur le manque de vocabulaire des policiers qui, finalement, crée de la frustration et donc crée de la violence. Et je parle des policiers pas pour mettre pour mettre dos à dos, mais pour dire que cette question, elle est fondamentale dans la société, et que la question de la transmission et de l'apprentissage, elle est très 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 importante.
Typiquement, je regardais, encore une fois, je vais faire ma petite pub pour la chaîne YouTube de Lina. Il y a une vidéo que je trouve ouf. C'est, si tu veux, ils vont interviewer, je crois qu'à l'époque c'est Antenne 2 ou je sais pas qui, dans une cour d'école, les gosses de 12 ans. Ouais. Et franchement, la différence de vocabulaire, C'est flagrant. Elle est flagrante. Elle est flagrante. Et tu te dis finalement que, sans excuser bien sûr, parce que là où je suis peut-être pas très d'accord avec toi, c'est que fut une époque, les embrouilles entre bandes, elles ont toujours existé certes, mais qu'à l'époque pour sortir un calibre, il fallait que ce soit un truc, sur une grosse histoire, et c'était avec des plus âgés. Moi, le truc qui m'interpelle, c'est quand on voit qu'il y en a qui ont 13 ans et qui se mettent des coups de couteau et qui se tirent dessus. Là, c'est un peu plus interpellant, je trouve. Mais je trouve que ce basculement un petit peu dans le langage, ça explique une forme de colère renfermée et d'intériorisation de l'échec, et du fait de dire, bah écoutez, puisque nous, on n'y a pas notre place dans cette société, bah, finalement, on existe à travers justement ce que tu disais, ces bandes-là et ce mode de vie-là, quoi. Ou aussi, parce qu'en fait, finalement, c'est un truc de valeur générale dans notre société. Je sais, par exemple, que moi, j'ai animé des ateliers d'écriture beaucoup, parce que moi, j'en ai bénéficié. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, à m'ouvrir. Et j'avais envie de le transmettre, donc j'ai fait ça pendant très longtemps. Et il y a une période où j'y arrivais plus, parce que je sentais qu'il n'y avait plus du tout d'envie. Et je parlais comme un vieux CON, mais vraiment, j'arrivais plus à voir ce que je pouvais leur apporter, parce que ça les intéressait plus tellement. Et oui, maintenant, voilà, avec les réseaux sociaux, c'est aussi une autre manière d'aborder les choses, c'est une autre manière donc peut-être que voilà, j'ai 35 ans, peut-être qu'il y a des choses que je comprends pas, ce que peut traverser une jeune fille de 15 ans aujourd'hui. Ce que je veux juste dire, c'est que, en fait, à force de culpabiliser la jeunesse sur ses manquements, sur le fait de dire, par exemple, parce que le truc du langage, ça a toujours existé. Moi, je m'en rappelle depuis, moi aussi, quand j'étais ado, qu'on nous reprochait de pas forcément parler comme il fallait et tout. Parlons de la question du bagage culturel. Parlons de la question qu'un enfant de 3 ans, en fait, du déterminisme, c'est important, parce que il y a des écarts de langage qui sont déjà dès la plus petite enfance, qui sont établis. Donc aujourd'hui, il y a aussi la question, comme je dis, la question économique, elle est centrale, la question sociale, elle est centrale, en fait. Et c'est trop facile, en fait, une fois que les gosses, ils arrivent à 15-20 ans, de parler de leur violence comme si c'était un culturel, presque. Et il y a cette question qui se pose, en fait. De plus en plus, j'allais te dire. Ouais, bien sûr. Maintenant, en fait, ouvertement, les gens, ils vont dire, les commentateurs, ils vont dire, chez eux, ça se passe comme ça, en fait. Ils ont ça dans le sang, en fait. Ils ont cette violence-là en eux. Et il faut qu'elle s'exprime un moment dans la rue, c'est comme ça. Maintenant, c'est peut-être aussi toute cette frustration qui s'accumule, et le manque de vision sur un avenir, et ça, c'est pas... Je pense que c'est pas récent, c'est pas neuf. Comment tu les vis, justement, ces débats, parce que tu parlais notamment de l'aspect social et économique de la question. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que la solution, elle est politique, elle est citoyenne? Comment on s'y prend sur un problème qu'on a du mal à résoudre depuis X années, quoi? Ouais, c'est pour ça que je pense que j'écris, ou que je fais ça, parce que je pense que c'est vraiment un métier de décrypter, de comprendre ce qui se passe. Et il y a des gens qui font un travail formidable sur l'analyse de notre société, qui décryptent par le prisme politique, économique, social, ce qui est en train de se passer pour nous aider à comprendre et tout. Mais moi, j'ai l'impression surtout qu'on a affaire à des gens qui sont dans le commentaire, encore une fois, dans la réaction. Et qu'en fait, on comprend pas mieux, que les pistes, elles sont plus brouillées. En fait, moi, j'arrive plus, et je vous avoue, je suis sensible comme fille. Donc, quand je regarde les débats le matin sur les chaînes d'infos en continu, avec tous ces gens que je vois parler à tort et à travers et tout, ça m'affecte, ça m'oppresse. Même si on va en rigoler, parce que parfois c'est tellement absurde que c'est drôle, finalement. Et je pense que c'est bien d'en rire pour prendre de la distance. Mais au bout d'un moment, c'est dur, parce que eux, c'est des concepts dont ils parlent. Et les gens dont ils parlent, ils les connaissent pas, en fait. Ils ont jamais été proches de ces souffrances-là, donc ils savent pas ce que c'est. Donc quand ils parlent des parents, et qu'on culpabilise tout le temps les parents en disant, moi, je les connais, ces parents, donc je les vois, et je trouve que c'est hyper injuste que d'incriminer, parce que il y a un concept que je déteste, et je pense que je l'ai abordé dans plusieurs de mes romans, c'est le truc quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, je trouve que c'est le mythe à déconstruire le plus. Parce que quand tu dis ça à un gamin, il a l'impression que c'est de sa faute s'il n'y arrive pas. Et tu parlais de l'échec tout à l'heure, mais en fait, c'est pas si simple que quand on veut, on peut. Des fois, on veut, et des fois, on peut pas.
Et le déterminisme, il faut en parler un peu de ce déterminisme. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie d'y arriver, que la volonté, ça compte pas. Mais quand même, faut pas qu'on laisse croire à notre jeunesse que c'est juste parce qu'elle est feignante et parce qu'elle est pauvre intellectuellement qu'elle s'en sort pas. Tu t'inscris en contre, notamment de ce que disait Macron, je veux des jeunes qui veulent devenir milliardaires. Mais t'imagines, c'est quoi cette ambition éclatée, là? En fait, moi, je trouve, on dit jamais aux enfants, la réussite dans la vie, c'est d'être heureux. Moi, je dis toujours, réussir, c'est bien dormir. En fait, à partir du moment, notre quête d'aujourd'hui, et c'est heureusement notre chance par rapport à celle de nos parents, et j'en parle dans le livre quand je dis génération de la survie, génération du bien-être, c'est que nos parents ne se sont pas posé les questions de comment je me sens intérieurement, genre le yoga, c'est pas leur monde. En fait, eux, c'était bien manger à notre faim, être habillé et dormir au chaud. C'est ça l'éducation. Et c'était la réalité de leur vie et de leur époque. Nous, aujourd'hui, pour nos enfants, on se pose d'autres questions. On est là en train de parler de bien-être, de parler parler de l'aspect psychologique, de leur donner de l'estime d'eux-mêmes, etc. Donc on est déjà dans des considérations qui sont différentes. Ça rejoint un petit peu l'histoire qu'on est en train d'évoquer. Je crois que tu travailles sur l'histoire de Malik Oussekine. Ouais. Pourquoi tu ressens le besoin de raconter cette histoire ? C'est pas moi qui suis à l'origine de la création de la série, on me l'a proposé. Donc bien sûr, je trouvais que c'était vraiment important, par le biais de la fiction, encore une fois, parce que ça nous permet d'avoir du recul et à travers la fiction et le prisme intime, de parler d'une histoire qui a été vraiment une histoire qui a secoué la France il y a quelques années, il y a 35 ans maintenant, d'un point de vue social, sociétal, politique, etc. Donc c'est un peu la première bavure policière qui a été médiatisée. Et là, ce qui nous intéresse dans cette série-là à laquelle je participe, c'est de raconter cette histoire du point de vue surtout de la famille, de comment ils ont reçu cette affaire, de parler de la calomnie, de la manipulation, de l'instrumentalisation politique, etc., de ce genre d'affaires. Et que ça fait une grande, grande résonance avec ce qu'on traverse aujourd'hui. Sur les violences policières, absolument, notamment. Ouais. Sur les violences policières et sur le traitement. C'est-à-dire que le traitement médiatique, c'est quelque chose aussi et politique de ces questions. Elles sont très, très intéressantes, elles sont très, très importantes. En fait, il faut les décrypter, il faut les comprendre. Dans quel sens, tu veux dire ? Dans le sens où dans ces histoires, finalement, déjà, on a du mal à comprendre qui sont les alliés et qui sont les ennemis. Parce que il faut comprendre les connivences, il faut comprendre aussi un système. Parce que quand on parle d'institutions, de racisme systémique, il faut comprendre ce que ça veut dire un système, c'est-à-dire que les liens entre le juridique et le politique, les liens entre le médiatique et le juridique, enfin, comprendre que c'est quelque chose qui est organisé, que c'est quelque chose qui est organisé pour la préservation d'un pouvoir, et ça nous évitera les confusions et les arguments du type il y a des gentils flics et des méchants flics. En fait, c'est plus compliqué que ça. La calomnie systématique et de se rendre compte à quel point les méthodes sont strictement, et quand je dis strictement, c'est étonnant, tellement c'est strictement les mêmes. Quand tu parles de calomnie, tu parles notamment du fait, je schématise, mais quand on va fouiller un petit peu chaque erreur judiciaire qu'aurait fait une victime de violence policière. Oui, incriminer la victime, c'est-à-dire rendre la victime coupable finalement presque d'avoir été tuée en fait. Et avec les mêmes méthodes. Et c'est pas juste du côté de la police, hein, c'est aussi dans la presse. On voit le traitement médiatique aujourd'hui, par exemple, dans le cas des violences policières, on va chercher toujours à incriminer les victimes, systématiquement. Presque, en fait, et même dans l'opinion politique, dans l'opinion qui est censée être du côté des victimes, dans la presse de gauche, par exemple, on va dire à quel point, je sais pas, Théo ou un autre est quelqu'un de bien, c'est-à-dire c'est un mec qui est dans son quartier, qui rend service à tout le monde. Donc en fait, il y aurait des gens qui mériteraient de subir des violences et d'autres gens qui mériteraient pas de subir des violences. Et même là, c'est problématique. Parce que personne mérite ça, parce qu'un citoyen devrait être protégé de la même manière, en fait. Je vais titiller un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une forme je vais pas dire d'hypocrisie, mais de se dire que quand même, tu parlais tout à l'heure d'échelle de valeur, c'est pas pareil quand un mec qui s'est fait arrêter 49 fois et qui deal en bas de son bat, il se fait tabasser par la police, pour parler clairement, que plutôt un type, je sais pas moi, qui est le kidam lambda, ou qui s'est fait arracher un œil en manif, ou qui s'est... Bien sûr. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est vraiment pareil ? Non, c'est pas pareil. Mais instaurer
Cette manière justement de dire il y a un martyr parce qu'il avait rien à se reprocher et il y a quelqu'un qui avait donc 49 affaires sur le dos avant la 50e qui lui a été fatale. Le problème, c'est que ça crée une confusion dans l'esprit des gens où ils se disent il l'a bien cherché ou il l'a bien mérité. Parce qu'en fait, par exemple, je pense à Amal Bentounsi qui se bat pour son frère depuis 2012. Il a été abattu, on lui a tiré dans le dos et il avait un casier judiciaire et il était en fuite. Ce n'est pas une raison. C'est-à-dire que le problème, si on dit ça, c'est qu'on crée une confusion qui nous pousse à nous dire ouais, mais aussi, bon, il y en a qui, voilà, hein, ils l'ont un peu mérité. Et en fait, c'est là où on peut pas laisser passer ce genre de choses-là parce qu'en démocratie, ça se passe pas comme ça. C'est pas une question de mérite. Et c'est pas une question de t'as fait des conneries. Donc, un peu, tu l'as cherché, tu vois. Moi, j'ai pas de. C'est pas mon opinion que j'aimais là, mais j'ai envie de dire. Je trouve que. Tu sais, on parle souvent d'ensauvagement du monde en ce moment. Mhm. Et je pense, moi, j'y crois dans le sens où il y a un ensauvagement de tout le monde. Mhm. Pas forcément, comme tu disais, ce qui est stupide pour des raisons culturelles. Certains sont Ouais. prédéterminés à la violence. Exact. Il y a un ensauvagement de tout le monde, dans le sens où le monde devient de plus en plus violent. Et dans un monde où tout le monde devient de plus en plus violent, il y a moins de tolérance pour les aspérités Mhm. et pour la nuance. Et que finalement, moi, quand je fais le tour un petit peu de la presse, quand j'analyse la situation à mon petit niveau, je pense que les gens sont en décalage avec ce que tu penses et ce qu'avec Amal Bentounsi pense, malheureusement ou heureusement, ça dépend des cas. Mhm. Mais je pense que eux, d'une part, je pense qu'on serait surpris si on faisait un sondage exhaustif sur le nombre de Français qui soutiennent à fond la police. Bien sûr. Je pense qu'on serait très surpris. Mhm. Et à la limite, j'ai envie de dire, ce serait peut-être ces raisons-là qu'on devrait analyser en priorité pour peut-être porter ces luttes de manière plus efficace. Parce que jusqu'à présent, peut-être que ces questions-là, on les a pas. On pensait tellement, comme tu disais, qu'on était légitime sur ces questions-là parce qu'on était les victimes, mais finalement, ça marche pas des masses en termes d'opinion. Ouais. Ces questions-là sont pas soutenues par une, Mais par une majorité. si les Français, ils sont en fait, qui soutiennent la police, mais moi aussi, je soutiens ma police. Mais moi, je trouve qu'il faut soutenir la police, il faut soutenir faut soutenir les gens qui sont censés nous protéger. Moi, je suis pour que on réforme en profondeur en fait cette institution. Et donc, il s'agit pas d'être contre la police ou pour la police. Et quand je vois certains, même si ça part de bonnes intentions, en fait, je pense qu'on se trompe de combat. Je pense qu'en fait, si on dit, on parle de ce chiffre, tu disais, on serait étonné de savoir à quel point. Mais j'espère bien que les Français soutiennent la police. Ce que j'espère aussi, c'est que les Français prennent conscience que au sein même de la police, il y a des dysfonctionnements qui sont hyper graves dont il faudrait parler. Et il faudrait parler aussi de ce chiffre de quasiment 50% de vote Front National dans la police. En fait, si on dit une chose, il faut dire l'autre. Et tu parles d'ensauvagement général, mais en fait, je trouve que ce qui me frappe le plus dans ce qu'on vit maintenant, c'est le rythme. Moi, je trouve vraiment que le plus gros problème qu'on a, c'est le rythme. C'est que tout doit être rapide. C'est que donc, on prend des raccourcis parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'expliquer. On n'a pas le temps, justement, pour la nuance, pour la complexité. Et moi, je dis, je milite pour la complexité parce que, voilà, si on dit une chose, il faut prendre le temps de dire l'autre. Si on écoute certaines personnes, il faut écouter aussi ceux qui sont pas d'accord, en fait, pour comprendre. Moi, j'ai un problème de rythme, si je dois faire un peu le diagnostic, et j'ai un problème de sincérité. C'est-à-dire, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent sans conviction et sans sincérité. Et je préfère écouter des gens avec qui je suis pas d'accord, mais qui croient en ce qu'ils disent pour pouvoir comprendre ensemble et peut-être avancer, que des gens qui disent des choses qui sont à la mode et qui croient pas en ce qu'ils disent. Tu parlais de rythme, on revient finalement à une des discussions dont on parlait tout à l'heure, c'est la question du roman. Et ça m'étonne pas que tu aies un problème de rythme dans le sens où tu écris des romans. Bien Où sûr. il faut prendre le temps et justement, il faut prendre le temps de les lire. Mais je remarque quand même, je te disais, il y a un glissement léger, mais certain vers le cinéma. Je vois que tu as joué dans le film Sœur, notamment. Ouais. Est-ce que tu te dis que tu veux continuer absolument à écrire des romans ou est-ce que Non. tu n'en fais pas une... Non, par exemple, le film Sœur, c'est vraiment par accident. En fait, au début, j'ai dit non parce que c'est pas mon métier, je suis pas actrice et tout. Et après, je l'ai pris un peu comme un amusement. Je me suis dit, je vais le faire pour m'amuser, pour voir comment ça marche. J'ai l'impression que ça allait être une aventure un peu marrante et tout. Et voilà, ça a pas suscité non plus une vocation. Mais je l'ai vécu vraiment plus comme une expérience. Pour moi, c'est totalement différent de ce que je fais dans l'écriture. Je sais même pas si c'est un glissement en vérité. Moi, j'ai l'impression que ça se croise. Mais c'est vrai que quand même, ce que je préfère le plus au monde, c'est l'écriture du roman parce qu'elle me donne une liberté que j'ai employée nulle part ailleurs.
que la manière dont je me sens libre et l'espace que ça me donne, je le trouve pas dans d'autres disciplines. Est-ce que je me trompe si, en lisant La Discrétion, après avoir relu tes premiers romans, je me suis dit que, et d'ailleurs ça m'avait fait très rire, je fais une petite incise, le Millennium Blues. Ouais. Le titre? Non, Le forfait. le Millennium, Bah oui. le forfait. Est-ce Bah que tu oui. peux en parler? On a connu ça, c'est Ouais. extrêmement drôle. Moi, j'aime bien, tu sais, prendre ou des concepts ou des choses qui ont l'air anodines. Comme là, c'était donc pour les plus jeunes d'entre nous, c'était un forfait téléphonique. C'est le premier forfait téléphonique, en fait, qui nous permettait de parler de manière illimitée. Qui a fait le bonheur de certaines daronnes. Exactement, de certaines daronnes, de tout le monde, en fait. Ça fait notre bonheur à tous. Et c'était entre 8h du soir et 8h du matin, et les week-ends. Et donc, ce forfait-là, c'est anecdotique. T'as vu, quand on en parle, ça nous rappelle une époque et tout, c'est marrant. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a changé notre manière de parler. Puisque c'est pas limité, eh ben, tu vas plus à l'essentiel. Et peut-être qu'on se dit des choses moins importantes. Et peut-être que ça conditionne. Pour moi, c'est des choses qui ont l'air anecdotiques, mais qui changent en profondeur la manière qu'on a de se parler entre nous et notre société, finalement. C'est marrant, je t'entendais dire aussi, on est une des dernières générations qui a connu moins cette dictature de la vitesse. Ouais. C'est-à-dire, je parle rapidement pour ceux qui sont nés dans les années 80 et 90. Ouais. On est un peu des reliques. On a connu le monde avant l'arrivée d'Internet Ouais. et des téléphones portables. Et c'est peut-être pour ça qu'on est en décalage aussi avec une certaine jeunesse qui, elle, alors peut-être qu'elle n'a pas le langage, mais elle est beaucoup plus rapide. Ah oui, c'est sûr. C'est les smartphones depuis la naissance Ouais. quasiment, c'est Ouais. les plateformes de streaming, c'est moins de consommation de cinéma en salle, mais c'est beaucoup plus connecté. Bien sûr. Et même le fait, par exemple, d'avoir des rendez-vous, c'est-à-dire de se dire que chaque jeudi à 20h40, il y aura une série qu'on suit. Là, tu peux regarder toutes les saisons si tu veux, sans interruption. Il y a un côté d'immédiateté et d'accessibilité immédiate qui fait que je pense la gestion de la colère et de la frustration, c'est aussi autre chose. Mais parce que c'est vrai, on n'a pas l'habitude d'attendre, on a tout. Si on veut... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu peux tout faire. Tu peux acheter un truc, tu peux t'inscrire sur un truc, tu peux regarder un film, tu peux faire ce que tu veux. Et quand on dit tout à portée de main, là, ça s'est matérialisé. On a tout à portée de main pour de vrai. Et donc, ça crée aussi un autre rapport au temps. Moi, je parle beaucoup du temps parce que je crois que c'est capital. Et le rapport à l'autre, en fait, il est complètement différent. Notre génération, ce qu'on appelle les millennials, justement, c'est une génération qui avait un pied là, un pied là. C'est là où c'est, je pense, singulier. C'est qu'on a connu les deux. Et moi, je me sens privilégiée d'avoir connu le monde d'avant. Mais justement, on est vraiment dans une transition. Parce que ceux d'avant, donc ils ont connu le monde d'avant, ok. Et ceux qui sont nés là dans les années 2000, ils connaîtront jamais le monde d'avant. Ils sont dans ce monde-là, ils ont les pieds dedans. En fait, nous, on est la génération vraiment qui a vécu ce changement ultra rapide et ultra presque, en fait, déstabilisant. En fait, ça fait une génération qui est une génération de transition. Si je comprends, pour toi, c'est pas forcément une avancée. Toutes ces questions technologiques, ça dépend. Après, voilà, je suis pas du tout fermée. Je suis pas en mode, je vais écrire avec mon stylo plume et une plume et tu vois et mon encrier. Je suis pas non plus je suis pas rétrograde. Mais je pense qu'on a perdu dans l'échange humain, dans ces choses dans la sincérité. Il y a des gens qui me lisent, qui ont un certain âge, qui m'écrivent encore des lettres. Mais c'est tellement un bonheur de recevoir des lettres. Je suis trop contente à chaque fois. Et je trouve qu'il se passe des choses parfois dans l'humain on prend plus le temps en fait. Et ça c'est vrai. Après tu vois, même si on a l'air de vieux cons quand on parle comme ça, mais vraiment moi j'aimerais, comme je disais que je militais pour la complexité, je milite aussi pour prendre le temps d'écouter les uns et les autres, tu vois, dans l'échange d'expériences, et que ça est en train de se perdre. T'as dit le mot tout à l'heure, tu te bases beaucoup sur des petites choses de ton quotidien pour écrire des livres, le Millennium notamment. Ouais. Tu me corriges si je me trompe, en lisant les livres à la suite et notamment La Discrétion, je me suis dit que c'était impossible pour toi d'envisager d'écrire un truc, je vais schématiser, mais je te vois pas écrire un truc comme La Planète des Singes par exemple. C'est-à-dire dans le sens c'est tellement dans la saga fiction. Ouais, non, même pas saga, mais dans la fiction. C'est tellement poussé du quotidien, alors que tes bouquins, jusqu'à présent, une de leurs principales forces, c'est d'être quasiment des études sociologiques. Ouais. Je me suis dit, c'est marrant, c'est deux types de fiction qui sont absolument dissemblables. Ouais, probablement. Je sais qu'en fait, il y a plein de gens qui aimeraient être capables de tout faire et qui imaginent qu'ils peuvent tout faire. Moi, c'est pas une question d'ailleurs de pouvoir faire, c'est une question d'intérêt. Je suis plus intéressée par ce genre, entre guillemets, réaliste, naturaliste,
que par la science-fiction ou par le fantastique ou par les épopées. Même en tant que lectrice ou en tant que spectatrice, ça m'intéresse un peu moins. La planète des singes, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a une vraie analyse de la société et des rapports en vrai entre le père et le fils, et un truc sur la filiation qui est intéressant pour moi de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait moins, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu lis typiquement? Qu'est-ce que tu recherches dans un roman? C'est quoi tes derniers coups de cœur? Je lis quand même pas mal, même si j'ai des moments où je lis plus que d'autres. Je sais qu'il y a un livre qui m'a marqué ces derniers mois, qui est un livre d'un mec qui s'appelle Laurent Mauvigné, qui s'appelle Histoire de la nuit, qui est sorti à la rentrée littéraire aussi en 2020, qui m'a aussi assez frappée. C'est un livre il fait plus de 600 pages, et je me suis pas ennuyée une ligne. Et déjà, c'est incroyable d'avoir fait... Il y a une énergie, il y a une intensité dans le récit qui est folle, alors que il raconte pas un truc extraordinaire. Il crée une situation. Et on est avec des vrais gens. Moi, en fait, ce qui m'intéresse vraiment dans la lecture de romans, c'est l'intensité que tu peux avoir en ayant l'impression de connaître les gens que tu es en train de lire. D'être dans leur chair, en fait. Vraiment, c'est cette intensité-là qui m'intéresse. C'est ce qu'on ressent dans tes romans, où il y a pour le coup, ce sont des archétypes. Ouais. Yamina, on a l'impression de la connaître. Ouais. C'est la petite daronne qui s'assoit ou s'assoit pas d'ailleurs. Qui s'assoit pas surtout. Qui est tellement réservée et timide qu'elle a honte de s'asseoir, et même quand on lui propose sa place, elle ne s'assoit pas. Ah ouais. Mais en tout cas, ça se ressent dans ton écriture, ces archétypes. Et justement, c'est marrant, tu parlais de Claude Sauté tout à l'heure. Je trouve que ça se ressent dans tes livres. Il n'y a pas une recherche d'un rythme effréné. Non. Dans tes livres. On s'attarde plutôt sur les gens et les choses. Ouais. En fait, ce que j'aime bien, et même dans ce genre de cinéma-là, mais c'est ce que j'aime bien faire quand j'écris, parce que je veux pas tricher. Franchement, je me dis, j'écris pas des histoires en me disant, faut que j'intéresse les gens, il faut les tenir en haleine. Comment faire pour faire un roman qui soit... En fait, j'écris d'une manière hyper égoïste, c'est que j'écris le livre que j'aimerais bien lire. Et je trouve que c'est une démarche qui est honnête, tu vois. Et donc, j'aimerais bien... moi, j'aime bien quand je lis être émue parce qu'on me raconte quelque chose qui a l'air vrai. J'ai envie d'imaginer les personnages dans les moindres détails, et en fait, prendre le temps de m'attarder sur des petites choses, des petites touches, comme les impressionnistes, mais vraiment des petites touches du quotidien qui racontent le monde. En fait, des choses anecdotiques qui ont l'air anecdotiques, mais qui racontent quelque chose de plus grand. Et tu vois, la petite histoire dans la grande histoire, c'est ça que j'aime bien. Ça se ressent aussi, bien sûr, dans ton style d'écriture. Je trouve marrant la manière dont tu as cassé une forme de code du roman dans un pays qui valorise, ou qui survalorise le style. Après, moi, je te cache pas que j'ai du mal avec les romans contemporains dans leur écriture, par exemple. Ouais. Après, les tiens se lisent, franchement... On sait que quand j'aime pas un truc, moi je le dis, donc ouais. Là j'ai particulièrement Merci. aimé. Mais pour le coup, moi je suis plutôt dans les styles classiques. C'est marrant. Je sais pas, j'arrive pas à me. Pour moi, un roman, c'est un truc. Je sais pas, moi quand je lis, c'est pas forcément du roman, mais quand je lis Alfred de Musset, la langue elle est tellement. Le level il est tellement quasiment au plafond, qu'après je me dis que putain, je vais me farcir un roman écrit par un type qu'on connaît pas forcément, etc. Dans le style, j'ai un peu plus de mal. Ouais. Toi, je trouve que tu arrives à allier, comme c'est quasiment, comme je disais, une étude sociologique, tu arrives à allier quelque chose qui se lit très facilement et qui est quand même exigeant. Ouais, en fait, mais je vois ce que tu veux dire sur le côté presque... c'est marrant, c'est quelque chose de très français, là, ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a un côté... Je suis français. Ouais, c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, c'est vraiment sur le style... c'est une vision hyper française. C'est-à-dire, on doit traiter le style académique parce que c'est ça, comme si on veut préserver. Il y a encore un truc de préserver, de pas abîmer quelque chose de la langue et tout. Et moi, je suis d'accord avec toi, mais parfois, tu vois, je peux tomber sur des textes contemporains où j'ai l'impression que l'auteur, il se regarde écrire et qu'il veut avoir l'air d'avoir un style. Avoir un style, c'est pas nécessairement faire des phrases hyper longues, hyper lourdes, avec des mots compliqués, parce que parfois c'est juste pas bien écrit. Même si c'est écrit de manière comme ça, un peu académique, ça peut être mal écrit. Et je trouve, en tout cas moi, ma difficulté, quand je disais tout à l'heure, ça peut être laborieux, ça peut être long, c'est que je prends un temps fou à ce que ça ait l'air simple. Je prends un temps fou à ce que ça soit percutant, à choisir le mot juste et tout. Et en fait, les gens, ils disent, ouais, c'est facile à lire et tout. Et dans ma tête, je me dis, mais vous savez pas comment c'est pas facile à écrire. Plus c'est simple, c'est mieux que t'as fait ton travail au mieux, quoi. Exactement.
Et j'ai l'impression d'avoir polissé quelque chose. Et d'être arrivé au stade où tu t'es pas rendu compte que tu as lu un roman. Et c'est ça, pour moi, le but ultime. Est-ce que tu relis tes anciens romans des fois? Non, non. Je vais parfois relire des extraits parce que je suis amenée des fois à en parler ou à faire des lectures. Donc, je dois choisir je déteste ça. Parce que bon, c'est normal. Après, tout ce que je vois, c'est tout ce que j'aurais changé, que j'aurais écrit autrement. Tu vois que les imperfections. Ah bah bien sûr. Surtout qu'en plus, c'est des romans que j'ai écrits quand j'avais... surtout les 3 premiers. Je les ai écrits entre 17 et 22 ans. Donc quand t'écris entre 17 et 22 ans, t'es jeune, il y a un truc qui, bien sûr, est imparfait. Et donc, ouais. T'es fière quand même de tes romans? Je suis fière de ma tête, de ma vie. Je suis fière de tout. Je suis fière de... Je suis fière de pas m'être découragée aussi. Parce que moi, si je dois relire ou retraverser un peu ces premiers textes, ou quand on m'en reparle, ou que j'ai l'occasion d'en reparler, ce que je vois, c'est pas seulement le texte en lui-même, c'est l'époque. Ce que je vois, c'est la manière dont j'ai été considérée à l'époque, dont c'était pas facile de sortir de cette image-là, du singe savant, là, justement. Et c'est d'avoir continué à écrire et d'avoir continué ce chemin d'écriture malgré tout. Tu sais qu'il y a une tradition, normalement, dans cette émission, on laisse le dernier mot à l'invité. Je trouve que c'est un très bon dernier mot que tu viens de dire. Je suis fier de ma vie. Donc, nous allons devoir nous séparer, malheureusement. Mais si tu as un dernier mot à dire, moi, je trouve que c'était très bien. Je suis fier de ma vie. Et ben voilà, je suis fière de ma vie, tu vois. Bah, écoute, je suis fière de ma vie. Et j'invite tout le monde à être fier de sa propre vie. Merci, Faiza. Merci, Aïssa, c'est gentil.